Il est 10h sur Radio JM, la grande matinale, ça commence maintenant. Et bonjour à tous, il est 10h passé de 7 minutes maintenant et vous êtes sur Radio JM pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Je suis ravi de vous retrouver ce lundi 27 octobre de 10h à midi sur le 90.5, donc en direct depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux grâce à Rachel Castan. J'espère que vous allez bien et que cette semaine débute de la meilleure des manières. Un beau programme ce matin, tout de suite le jingle avec notre magnifique Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. Et on commence le programme par la météo aujourd'hui sur Marseille. Le soleil est revenu. Il fait 11 petits degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi. Je vous l'ai annoncé ce matin dans le Flash Info. Dans le programme de cette matinée, nous recevons Sylvain Souvestre dans le cadre des élections municipales qui vont avoir lieu du 15 au 22 mars prochain. Nous recevons également Marion Amar, créatrice du collectif 7 octobre Marseille, après la libération des otages vivants et alors qu'il reste encore des corps d'otages dans la bande de Gaza, elle viendra nous parler du collectif et de ses prochaines missions. Également dans cette matinale, nous aurons le plaisir de recevoir Marc Lefebvre, co-créateur du Hero Festival. Il nous donnera le programme et les surprises de cette 11e édition. Dans 2 jours aura lieu une agora à la région sud pour thème « Pourquoi toujours de l'antisémitisme et comment lutter contre ?» Renaud Muselier, président de la région sud, sera avec nous pour en parler. À quelques semaines du mois de la Tzedaka organisé par le FSJU, nous recevrons Benjamin Sidbon, coordinateur sud-est pour le FSJU Marseille-Provence. Il viendra nous parler de la programmation chargée et haute en couleur de cette année. Vous sera présenté également l'actualité communautaire si nous en avons, et Elsa nous proposera évidemment son coup de cœur littéraire, la chronique culinaire de Sacha vous sera également présentée pour mieux nous régaler. Vous l'aurez compris, plein de belles surprises. La grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Il est maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Pour lui, la campagne municipale sera offensive. Son cheval de bataille, la sécurité et la gestion rigoureuse de Marseille face à ce qu'il qualifie d'inaction du maire Benoît Payan. Entre lui et Valérie Boyer, rien n'est encore sûr de qui va porter dans ce secteur les couleurs de Martine Vassal. Sylvain Souvestre est avec nous ce matin dans la grande matinale de Radio JM. C'est votre rendez-vous politique jingle. Retrouvez l'invité politique avec Elsa Charbit. Elsa Charbit vous reçoit donc Sylvain Souvestre ce matin. Bonjour Elsa. Bonjour Nathan, merci. Et je suis ravie d'accueillir au micro de Radio JM Sylvain Souvestre, qui est un habitué de notre émission politique, maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Vous participez donc bien sûr au groupe Une Volonté pour Marseille. La campagne des municipales, Nathan vient de le dire, a déjà commencé. On va dire bien évidemment sur des charbons ardents, mais c'est le principe aussi d'une campagne politique, et on s'en contentera évidemment. On va commencer par l'actualité qui a d'ailleurs directement impacté votre territoire. Je fais référence à l'annulation de la projection du film Sacré-Cœur réalisé par Steven Gunnell, qui devait donc avoir lieu au château de la Busine, qui, je le rappelle, est un site qui appartient à la municipalité sur votre territoire. C'était mercredi dernier. Le maire a donc fait annuler par décision quelques heures avant la projection, cette projection du film. Il a ensuite été, dans la foulée, samedi, désavoué par la justice. Qu'avez-vous envie de nous dire sur ce dossier, Sylvain Souvestre, pour éclairer un peu mieux cette espèce d'embroglio qu'il y a lieu suite à l'annonce de ce film? Écoutez, je pense qu'ici sur Radio JM, comme de notre côté, on n'a pas été surpris de l'attitude de Benoît Payan. Elle est symptomatique de sa manière de gérer Marseille comme une ONG militante et non comme une collectivité responsable. Je trouve que cette fracture des communautés, et vous en avez été témoin par son absence lors du dîner du CRIF ou lors de notre rendez-vous, nous étions avec Martine Vassal pour la libération des otages à la Grande Synagogue. En fait, c'est symptomatique de cette course notamment électoraliste après LFI, et je pense, et nous pensons, nous, à Une Volonté pour Marseille avec Martine Vassal, qu'un maire doit être le maire
de tous, de toutes les communautés, et soit on va de partout, soit on va nulle part. Donc on a été vraiment déçus. Je suis ravi avec Martine Vassal et Valérie Boyer d'avoir dénoncé cela dès mercredi soir, dès que des Marseillais du secteur m'ont écrit pour dire qu'ils étaient assis, qu'on leur avait demandé de sortir de la salle. Prendre cette décision 1 heure avant nous rappelle un peu des heures sombres de la manière de censurer un tel film. La justice a fait son travail. Oui, donc un référé liberté. Exactement, elle nous a donné raison puisque l'argument de la laïcité ne tenait absolument pas. La loi 1905 ne s'applique pas à une œuvre culturelle dans un lieu culturel lorsqu'une société privée finance un film, et je suis ravi de l'issue de ce film. Nous sommes allés le voir vendredi soir avec Martine Vassal et une partie de l'équipe. Nous y retournerons. Je rappelle qu'il est projeté au cinéma Pathé-Madeleine. Tout à fait. Et il le sera comme prévu maintenant à la Busine, puisque évidemment il y a eu annulation de cette exactement, et j'espère que le maire tiendra sa décision de le diffuser autant de fois que cela a été prévu. Mardi, vendredi, je crois, c'est ça. Il y avait 2 diffusions prévues exactement, à la Busine. Donc nous y serons demain soir également, sur le lieu même du fameux scandale de Pagnol. Donc on prend les mêmes et on recommence. Alors vous avez dit au début de cette explication que nous n'avons pas été surpris sur Radio JM. J'allais vous dire, excusez-moi de jouer l'avocat du diable, mais quand ça concerne la communauté juive, on est toujours beaucoup moins surpris. Là, cette fois-ci, c'est la communauté chrétienne dans son ensemble qui a pris ça comme une gifle, comme une claque. C'est peut-être surprenant, non ? Ben écoutez, moi qui suis d'obédience chrétienne, je prends autant de claques quand le maire ne vient pas au CRIF ou à la synagogue, parce que la France a des origines judéo-chrétiennes. Moi, je suis très fier d'avoir 4 crèches chaque année à la mairie de secteur, d'avoir remis des bandeaux Joyeux Noël. Nous devons être fiers. Mais personne ne vous recadre à la mairie centrale lorsque ben vous faites ce genre de choses ? Peut-être cette année, puisqu'il y a des élections, peut-être qu'ils vont se réveiller. En tout cas, nous mettrons, nous, tout en œuvre juridiquement pour défendre notre patrimoine. La cancel culture et le wokisme, ça suffit. Les racines judéo-chrétiennes de la France sont celles qui nous ont construits, qui nous ont bâtis. Nous devons les défendre. Bien entendu, la France et Marseille accueillent tout le monde, mais chacun doit respecter l'autre et on ne doit pas vouloir effacer nos traditions. Sylvain Souvet, cette réaction de Benoît Payan, elle dit quoi ? Elle dit quoi de son positionnement aujourd'hui à quelques mois des municipales ? Elle dit déjà beaucoup de fébrilité. Beaucoup de fébrilité, alors que ses prédécesseurs avaient créé notamment Marseille Espérance, qui regroupe tous les cultes de Marseille, 37 communautés différentes. Je crois qu'aucun maire n'aura autant fracturé cette ville par des positions chez les uns et pas chez les autres. Et les premières victimes, vous savez, ce sont les musulmans eux-mêmes. Le lendemain, jeudi midi, j'étais à un dîner de fin de travaux, un déjeuner, pardon, de fin de travaux à Herbel. Et ce sont des personnes d'origine musulmane qui m'ont dit qu'elles avaient été scandalisées par cette décision de Benoît Payan de supprimer ce film. Donc personne n'est dupe et ce ne sont pas, j'allais dire, les ouin-ouin habituels qui vont rappeler ce qui s'est passé. Et ce n'est pas la peine de sortir les rames ni auprès d'une communauté ou de l'autre. Le mal est fait. C'est trop tard aujourd'hui et les Marseillais sauront s'en rappeler en mars prochain. Herbel qui a toute une histoire d'ailleurs, ce serait l'occasion. J'ai vu une très belle exposition sur Varian Fry en Normandie. Ça serait peut-être une bonne idée de la faire venir dans l'11-12. On aura l'occasion d'en reparler. La campagne sera rude. Bien sûr, la candidature de Martine Vassal a déjà été déclarée et le thème de la sécurité, on le sent, est en très très bonne position dans l'ordre des préoccupations des électeurs, des Marseillais. Quelles mesures sécuritaires vous semblent aujourd'hui indispensables aimeriez-vous porter aux côtés de Martine Vassal? Alors écoutez, depuis 5 ans, aux côtés de Martine Vassal, on dénonce le blocage, notamment sur la vidéosurveillance. Elle a proposé à de multiples reprises, tout comme Renaud Muselier, l'aide financière à la ville de Marseille. Ça semble se débloquer là ces dernières semaines. C'est bien qu'à 4 mois des élections, ils se rendent compte que les caméras et la sécurité soient la priorité des Marseillais. Quand il dit que tout va bien dans le centre-ville, je pense qu'il devrait lever ses œillères, notre cher maire de Marseille, puisque mal nommer les choses, c'est ne pas pouvoir les résoudre. Donc aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire, nous savons comment les faire, et nous avons les moyens, ce que personne n'a eu, quel que soit le maire de Marseille jusqu'à présent. Donc Martine Vassal est une femme d'expérience, elle a démontré au niveau des transports en termes de sécurité. Au niveau métropolitain. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase d'urgence, et c'est pour cela que sa candidature, nous la souhaitions depuis longtemps. Et dès le soir du 22 mars, après son élection, quelques jours après, nous pourrons agir immédiatement sans perdre de temps.
Mais il faudra choisir entre métropole et mairie. Non, ça sera entre département et métropole. Elle a déjà annoncé publiquement que lorsqu'elle aura gagné, elle conservera la métropole et la mairie. Vous savez, c'est intimement lié. Bien sûr, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais si Marseille est autant sale, ce n'est pas simplement les moyens du nettoiement, puisque Marseille est propre le matin. C'est beaucoup d'incivisme qui s'allie ensuite, mais c'est surtout que depuis 5 ans, il n'y a pas eu de répression sur cette saleté, sur cet incivisme, et cette répression appartient au pouvoir de police du maire de Marseille. Nous l'avons dénoncé. C'est même notre groupe qui a été à l'origine de la mission d'information et d'évaluation sur les caméras, où nous avons démonté les mensonges du maire de Marseille, comme quoi les caméras avaient été mises à tel endroit et qu'elles ne servaient à rien, et comme quoi elles étaient inutiles. Donc nous nous réjouissons qu'il se réveille à 4 mois. C'est trop tard, mais nous irons beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et vous parlez de 10%, moi je vous parlerai de la totalité de la ville de Marseille sur l'insécurité aujourd'hui, qui s'est absolument généralisée. On l'a vu encore vendredi dernier avec cette attaque qui en plus avait certainement un caractère antisémite dans le 8e arrondissement de Marseille. Donc cette campagne sera rude, on l'a bien compris. Est-ce que sur le terrain vous entendez certains de vos électeurs appeler à une union des droites? Parce que c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. Et puis surtout, si union des droites il y a, quelle forme elle pourrait prendre, sachant que pour certains, un rapprochement avec le RN pourrait être rédhibitoire? Alors je vais commencer par citer, et ça vous étonnera, Marine Le Pen, qui dit elle-même mot pour mot qu'elle n'est ni de gauche ni de droite, et quand récemment le journaliste lui pose la question en disant « mais vous êtes quand même plus proche d'un Retailleau que d'un Faure », elle dit « ah non, pas du tout ». Alors si le RN se rapproche de nous sur le volet régalien, c'est-à-dire sur le volet sécuritaire, et nous venons d'en parler, sur le volet économique, ils sont totalement aux antipodes de nous. Ils viennent de voter des amendements proposés par la France Insoumise. Ils ont voté des censures avec la France Insoumise. Ils veulent le retour de la retraite à 60 ans. Ils veulent des dispositions économiques qui seraient totalement irresponsables. Donc aujourd'hui... Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'une union des droites au sens le plus large ne serait pas possible. Sur tous les sujets ne serait pas possible. Ah ben absolument non. Nous n'avons rien à voir d'un point de vue économique avec ces gens-là. Ils l'assument également. Et quand ils votent des amendements avec LFI, je suis désolé de vous dire que nous sommes totalement hors de ce champ hors République. Et donc, parce que nous nous adressons à tous les Marseillais, tous les Marseillais. La sécurité, les premiers à en souffrir, ce sont les personnes dans les cités, dans les noyaux difficiles. C'est-à-dire que vous voudriez pas un rapprochement avec le RN. Si je décode ce que vous venez de me dire, c'est pas de rapprochement avec le RN, mais ce qui n'empêche pas que certains électeurs du RN pourraient se retrouver dans les propositions sécuritaires que vous feriez et donc vous rejoindre. Alors écoutez, c'est plus un appel aux électeurs qu'une union des droites des partis. Depuis plus d'un an, je fais des apéritifs à domicile, notamment avec Martine Vassal. Et avec modération. Exactement. Moi, je ne bois pas d'alcool. Et les Marseillais sont tout à fait capables, et ils le font, de faire la différence entre le national et le local. Oui. Le RN, lui, existe et surfe sur la colère et sur l'abandon des territoires. Localement, que ce soit sur le 11-12, où j'y suis H24, 365 jours par an, ou sur le reste du territoire. Le RN est quand même assez fort. Exactement. Ou sur le reste du territoire où mes amis élus et où Martine Vassal est archi présente. Sur le local, nous verrons la différence au mois de mars, et vous le constaterez vous aussi. Mais répondre aux questions de sécurité, nous le faisons, nous l'avons fait, je l'ai dit tout à l'heure, nous savons ce que nous devons faire et nous avons les moyens de le faire. Très bien. Marseille, vous le savez, n'est pas hors sol, hein, évidemment, et en ce moment en France, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué. Il y a en ce moment à l'Assemblée nationale des votes, parce qu'il va bien falloir donner un budget à la France. Le temps presse, et on sent quand même qu'il y a de plus en plus de mesures qui se mettent en place parce que M. Lecornu l'avait promis au Parti socialiste, et que les choses se compliquent. Il y a un décalage de l'application de la réforme Borne, on va l'appeler comme ça, un décalage. Là, certainement, on va geler les pensions de retraite et prestations sociales, et puis toujours cette fameuse taxe Zuckman qui n'arrête pas de revenir. Comment se positionner aujourd'hui? Les LR, on a bien compris, avec M. Retailleau, en tout cas ceux qui ont veut rester ont quitté les LR, donc les sorties du gouvernement. Est-ce que vous êtes inquiet sur ce qui pourrait être voté demain? Est-ce que vous avez peur d'une nouvelle dissolution? Bref, est-ce que vous pensez que le gouvernement Lecornu pourrait sauter encore une fois? Alors nous, on n'a pas peur de retourner devant les électeurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette irresponsabilité de revenir sur une loi. J'invite les retraités ou les personnes qui cotisent à regarder leur bulletin de salaire ou d'indemnisation et de voir qu'aujourd'hui, la retraite moyenne n'est pas payée par un cotisant. Il y a 15 ans, il y avait entre 15 et 20 cotisants par retraité. On est à 1,5
1,4 cotisants. Donc aujourd'hui, c'est de la responsabilité. Si on ne veut pas faire payer à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants cette irresponsabilité, il faut arrêter cette bordélisation nationale entre Donc c'est bien une ligne rouge à ne pas dépasser. Pour moi, je trouve qu'il en va de la responsabilité. Entre, je parlais de bordélisation des extrêmes, entre le Rassemblement national qui veut une dissolution pour essayer de forcer le Conseil constitutionnel ou faire une loi d'exception pour amnistier Madame Le Pen et LFI qui, de toute manière, bordélise tout à longueur de temps. Où est l'intérêt des Marseillais? L'intérêt des Marseillais, c'est le quotidien, c'est le trou dans la route, c'est la sécurité, c'est les écoles qui ne sont pas réparées sur Marseille, c'est les parcs qui sont en totale insécurité. Donc, ces parlementaires sont totalement déconnectés du quotidien des Français. On l'a vu lors de la dernière dissolution, un mois de juin, pendant le bac, le brevet. Donc aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux. Mais on sent bien qu'il y a 70 élus LFI qui font en fait qui font la loi aujourd'hui au Parlement. Mais LFI et le RN, je les mets dans le même bateau sur ça, cette bordélisation. Et comme je le disais, on voit qu'ils votent les uns et les autres les amendements des uns et des autres. Donc aujourd'hui, on doit appeler à plus de responsabilité. Le pouvoir d'achat des Français et la sécurité ne doivent souffrir d'aucune division et ne doivent pas souffrir de calcul d'appareils ou d'arrière-boutique. Alors là, on va revenir à la famille des LR, parce qu'aujourd'hui, en prison, en France, à la prison de la Santé, il y a un ancien président de la République, chose qui n'était jamais arrivée sous la Ve République. Ça envoie quel signe pour votre famille politique et pour la France en général? C'est un mauvais signal pour la France, en tant qu'ancien président, mais en tant que justice aussi. Vous avez un ancien président qui est en prison, en exécution immédiate et provisoire, simplement parce alors qu'il a été relaxé de 3 chefs d'accusation sur 4 et que sur le 4e, la justice reconnaît qu'il n'y a pas de preuve et que le document fourni par Mediapart est un faux. Donc moi, en tant que juriste, ça me choque. Quel était le risque aujourd'hui de le laisser en liberté? C'est ça, parce que comme il a été fait appel, normalement, il aurait dû rester en liberté jusqu'à la décision de l'appel. Il en a été décidé autrement, puisque ça a été exécutoire. Il est en prison aujourd'hui, Nicolas Sarkozy. Exactement. Et normalement, il faut prouver qu'il pourrait s'enfuir, qu'il est dangereux, il pourrait récidiver, tout ça est bien compliqué. Quand vous avez dans la rue des OQTF ou des personnes qui sont en liberté, je pense qu'il ferait mieux, eux, d'être en prison plutôt que M. Sarkozy. Le point positif, s'il faut en trouver un, c'est que je sais qu'il est en train d'écrire un livre. Je pense qu'il nous témoignera, comme il sait le faire, avec son verbe acerbe, ses pensées et sa vision. Mais ça fait quoi en fait, au niveau des LR, ça fouette, ça donne un coup de fouet de se dire, bah, regarde, il est courageux, on va se battre encore plus. Est-ce que c'est démobilisateur? Comment vous l'analysez? Moi, je suis peut-être subjectif parce que je me suis engagé pour lui et je lui voue une grande amitié et une grande reconnaissance. Mais si vous regardez les sondages, depuis 10 jours, c'est la seule personnalité politique qui prend entre 10 et 15 points de popularité sur son courage, sur son abnégation, sur sa compétence. Donc aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes, les Français ne sont pas dupes, les Marseillais non plus sur cette décision de justice qui était, pour celle qui a demandé, une application visuelle plutôt qu'autre. Et j'espère que dans les semaines à venir, alors là, il a été demandé justement une libération. Puisque vous êtes juriste, vous pensez qu'elle va aboutir? En tout cas, il n'y a aucun motif pour qu'il soit conservé en prison. Et puis après, il fera appel. La justice tranchera. Et en tout cas, la première instance a largement tranché en sa faveur. Et on ne peut pas aujourd'hui être mis en prison alors que vous êtes relaxé sur les chefs d'inculpation. Ça veut dire que demain, vous et moi, on pourrait y être pour n'importe quoi. C'est totalement irresponsable. Pour terminer, j'aimerais qu'on fasse un petit focus 11-12 en vue des élections municipales. Quel dossier vous aimeriez porter? Qu'est-ce qui vous semble prioritaire sur ce 11e et 12e arrondissement, si cher à votre cœur, si j'ai bien compris? Alors, tous les dossiers pour lesquels le maire de Marseille m'a bloqué, c'est-à-dire les caméras de vidéosurveillance. Je lui ai proposé, ça c'est global sur toute la ville. Et je lui ai proposé d'en installer 185 avec le financement. C'est les écoles, puisque aucune école du secteur n'aura eu des travaux terminés ou débutés pendant 6 ans. C'est la rénovation des équipements sportifs. C'est la fameuse piscine de Beaumont ou le club de Saint-Julien également, c'est-à-dire des endroits qui ont été votés avant lui, pendant Madame Rubirola et après lui, et où il n'a fait strictement rien si ce n'est du blocage. C'est la fameuse mairie de secteur où il avait pris l'engagement de la rénover alors qu'il y a quelques mois, le toit s'est effondré sur le bureau des secrétaires, heureusement sans danger. Donc aujourd'hui, c'est aller sur tous les domaines où on sait comment faire, on sait ce qu'il faut faire et où on a les moyens de le faire. Vous estimez que les maires qui sont donc dans l'opposition ont été encore moins bien servis? Écoutez, quand avec Marion Bareil, nous ne sommes pas reçus par le maire
depuis plus de 5 ans et demi, alors qu'on représente plus du tiers des Marseillais. Ce n'est pas pour nous on n'a pas d'ego, on s'en fiche. Moi, je m'en fiche de voir Benoît Payan, c'est qu'il méprise les Marseillais de l'opposition, comme on le voit récemment avec ses décisions, notamment communautaires. Mais en fait, c'est qu'il n'est pas le Marseillais de tous et qu'aucun maire n'aura autant fracturé que lui. Eh bien, ce sera nos paroles de conclusion. Merci beaucoup, Sylvain Souvestre, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on se retrouvera très bientôt, dès qu'on aura une annonce sur les candidats à cette mairie du 11-12. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elsa. Je rappelle que cette interview est disponible en replay sur les réseaux sociaux évidemment et que vous retrouverez à 13h sur le 90.5. Merci beaucoup Elsa. Une petite pause musicale, on se retrouve juste après. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. Vous êtes de retour dans la grande matinale de Radio JM en ce lundi 27 octobre et tout de suite je vous propose la chronique littéraire de la semaine d'Elsa Charbit. Mais avant ça, jingle. Le coup de cœur littéraire du jour, signé Elsa Charbit. Alors Elsa, aujourd'hui vous nous présentez Les derniers jours d'Yitzhak Rabin de Michael Darmon. Absolument, qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Je voulais vous parler de ce livre, d'abord parce que Michael Darmon est un excellent journaliste politique, éditorialiste aujourd'hui sur I24 News, mais il a travaillé longtemps en Israël, d'abord pour TF1, ensuite pour la RTBF, donc de 87 à 94, si on cumule les deux. Il a ensuite rejoint France 2, iTélé, Europe 1. Il était aux côtés d'El Kabash pour faire de nombreuses interviews. Il a écrit de nombreux livres d'analyse politique et celui-ci vraiment est à remarquer, à lire et à étudier. Pourquoi ? Parce qu'il revient sur les derniers jours d'Yitzhak Rabin. C'était en 95, le 4 novembre, donc c'est très bientôt. Donc ça fera 30 ans déjà, oui, que Yitzhak Rabin a été tué. Donc c'est 2 ans après cette fameuse poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, où l'on pensait vraiment qu'avec les accords d'Oslo, on allait passer une étape vers la paix. Le Premier ministre a donc été assassiné, on s'en souvient, sur cette place qui porte son nom, et tous les jours qu'il y a eu avant sont extrêmement importants si on veut comprendre l'histoire du conflit israélo-palestinien qu'on a tellement besoin de mieux comprendre encore aujourd'hui, et qu'il éclaire parfaitement. Comment lui, en tant que journaliste, l'a vécu, comment il a couvert cet événement, comment on a pu en arriver là, à ce qu'un juif assassine un autre juif, et quelles sont aujourd'hui les conséquences, parce qu'elles ont continué à faire des petits, j'allais dire, les conséquences de cet assassinat. Et à l'époque, il rappelle quelque chose d'extrêmement important. Je me souviens parce qu'il me l'avait souvent raconté. Quand en Israël, on voulait interviewer des politiques, même le Premier ministre, il suffisait d'aller à son domicile le matin, il sortait, on tendait son micro et il répondait aux questions. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, ce genre de choses n'aurait plus cours. Il revient sur tous les personnages importants, Sadat, Begin, Sharon, Rabin, avec chacun un rôle très important sur la paix, bien sûr, quand on pense à Sadat, sur malheureusement une fin difficile avec le Liban pour Begin, avec le Gush Katif, Sharon, on en parlait, donc ce qu'on appelle en fait le fait d'avoir rendu Gaza, donc et enfin Rabin, parce que il a eu ce rapprochement avec Yasser Arafat, et comment ces gens-là, en fait, voulaient briser les lignes qu'on avait l'habitude de connaître au Proche-Orient, mais qui, vous l'avez constaté, n'ont pas été payés de retour, et en revanche, compliquer peut-être les choses. C'est intelligent, parfaitement documenté, et tout ce qui a pu diviser le pays et qui a traumatisé le pays après le meurtre de Rabin, il l'analyse parfaitement en retraçant tout son parcours, puisque Rabin est le premier ministre à être né en Israël en 1922. D'accord. Et n'arrivait pas, bon, sa famille venait de Biélorussie, mais lui non, lui il est né, donc c'est un premier dirigeant sabra, et ça a toute son importance, je pense aussi, puisque il a ce nouvel esprit politique israélien, comme le disait si bien Amos Oz, et il revient sur ses amitiés avec Avi Pazner, il revient également sur tout ce qu'ont pu faire les travaillistes d'un côté et ce qu'on appelait les extrémistes, donc celui qui a tué Rabin, Yigal Amir. Donc tout ça, en fait, nous restitue une page d'histoire du XXe siècle qui est indispensable pour mieux comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui. C'est pour ça que vraiment ce livre est à lire, à garder. Vous savez, de côté, quand on a envie de se documenter, revenir à l'essentiel, Michael Darmon, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin, aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup Elsa pour ce livre ultra intéressant et qui donne envie d'être lu en tout cas. Merci beaucoup. Tout de suite le flash d'information de 10h30 avec 2 petites minutes de retard. Le flash d'information locale présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 octobre et voici votre journal d'information.
Plusieurs centaines d'auto-écoles vont manifester aujourd'hui pour dénoncer la pénurie d'inspecteurs et les délais trop longs pour passer le permis. Une opération escargot est prévue dès 10h au départ de Vitrolles, direction le Vieux-Port, la Corniche et le Prado, avant un arrêt devant la préfecture. Selon le groupe marseillais ECF, près de 250 véhicules, dont 60 camions, participeront à cette mobilisation. Les professionnels réclament notamment le recrutement de 150 inspecteurs supplémentaires et davantage de moyens humains pour réduire les délais d'examen jusqu'à 6 mois. La 46e édition du Marseille-Cassis a connu un finish déconcertant avec la remontée de l'Espagnol Ilias Fifa dans les derniers mètres face à Mohamed El Takhlaoui. Et cette année encore, le collectif Marseille-Cassis Bring Them Home était présent afin de courir pour la mémoire, l'humanité et la dignité. Écoutez Sandra Amar, coordinatrice du collectif Marseille-Cassis Bring Them Home, au micro de Magali Barthez. C'est le 12e Marseille-Cassis que nous faisons et c'est la 4e course que nous faisons depuis 1 an. Toujours là, pour le dernier otage, avec 31 coureurs ce matin. Il y a encore des coureurs qui se rajoutent, qui ont appris que nous allions courir pour les 13 derniers otages. On court presque plus pour la visibilité des otages qu'on court pour le soutien en famille, parce qu'elles sont dans l'attente, parce qu'elles devaient commencer un deuil dans la dignité. Et elles aimeraient retrouver leur otage qui est donc à Gaza depuis 2 ans. Bon, les messages sont écrits en anglais, exprès sur les t-shirts, pour que ça passe de manière internationale. Et on continue les actions et on continue d'agir. À Marseille, la conférence du Bet Alochem France prévue cette semaine a été reportée. L'association qui soutient les vétérans et blessés israéliens a pris cette décision après cette vague de messages haineux sur les réseaux sociaux, notamment à la suite de prises de position des députés Thomas Porte et Alma Dufour qui ont réclamé son annulation. Des invectives ont été échangées sur Twitter entre Benoît Payan et Alma Dufour. Hubert Habib, président de Bet Alochem France, répond à notre micro sur cette annulation et sur son sentiment. Des risques de débordement annoncés dans les réseaux sociaux avec des vomissements stupides, des discours de haine, des torrents de boue. Nous sommes au regret d'annoncer le report de nos événements parce que la sécurité de nos délégations israéliennes et la sécurité de tous les participants est pour nous une priorité. C'est presque une honte pour notre République, notre belle République, mais il faut passer par là. Donc, Bet Alochem France va entrer dans une zone de silence pendant quelques temps et on retrouvera cette joie de vous présenter ces soldats. L'association précise qu'elle reste mobilisée pour poursuivre son action. Elle annoncera de nouvelles dates pour ses conférences à Marseille et à Neuilly. Je cite en toute discrétion. Vendredi après-midi, la commune d'Allo rendait hommage au capitaine Webb dont l'avion avait été abattu dans le ciel allodien par les troupes allemandes le 24 octobre 1943 et qui repose désormais au cimetière militaire américain de Draguignan. Le maire d'Allo, Lionel de Cala, souligne l'importance de cette commémoration à Magali Barthez. Cette cérémonie en hommage au jeune capitaine américain, le capitaine Webb, qui a été victime d'un tir allemand pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. C'était il y a 82 ans, ici même à Allo. Nous tenons à lui rendre hommage, à transmettre ce devoir de mémoire aux nouvelles générations, parce qu'il y a eu des engagements d'un jeune capitaine américain de 27 ans comme lui, que la France a pu retrouver sa liberté, défendre ses valeurs. Et donc, on met un point d'honneur ici à Allo à défendre sa mémoire année après année. Vendredi soir, juste avant Shabbat, un couple de nonagénaires a été violemment agressé à son domicile sur le Prado dans le 8e arrondissement de Marseille. 2 hommes se sont fait passer pour des aidants de la communauté juive pour se faire ouvrir la porte. Ils ont ensuite jeté au sol le propriétaire âgé de 94 ans avant de le forcer à remettre des bijoux de grande valeur. Le préjudice s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. La victime, très choquée, a été hospitalisée. Les 2 malfaiteurs non masqués ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte et confiée à la division de la criminalité territoriale. L'opération du syndicat de la librairie française Donner à lire est en cours dans 7 librairies marseillaises jusqu'au 20 novembre. Ce geste solidaire consiste à donner un livre neuf ou d'occasion dans des librairies partenaires. Ils sont ensuite remis au secours populaire à destination des enfants. Maya Flandin est libraire et membre du syndicat. Elle explique au micro de Rachel Castan pourquoi il était important de créer cette opération. En fait, j'ai fait un constat à l'époque, c'était que les jeunes ne lisaient pas ou plus, et on ne s'inquiétait pas tellement du fait qu'ils n'aient pas forcément accès aux livres. En fait, il existe des enfants et des adolescents qui ont un accès vraiment limité aux livres et qui n'en possèdent pas eux-mêmes. Donc j'étais partie de ce constat, et aussi du fait que quand je faisais visiter
adapter la librairie à des classes de tous âges, je me rendais compte que dès qu'on mettait des enfants et des livres ensemble, et bien les enfants s'intéressaient aux livres. Et les jeunes aussi, parfois des lycéens, enfin à tous les âges en fait. Et donc je me suis rendu compte vraiment que pour que les enfants puissent s'intéresser à des livres, il fallait déjà qu'il y ait une proposition. En 2024, 28 000 livres ont été collectés sur tout le territoire français. Le club de la conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur est revenu sur la situation économique de la région à la fin du troisième trimestre. L'occasion d'aborder les points positifs comme le taux de chômage régional de 8%, historiquement bas, mais aussi négatifs, comme le fait que 60% des entreprises de la région repoussent leur investissement. Daniel Margot, le président par intérim de la CCI Aix-Marseille-Provence, en explique les raisons au micro de Rachel Castan. On a globalement une confiance des chefs d'entreprise qui est à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'on a l'instabilité politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'instabilité politique et l'instabilité politique. Malgré tout, il y a aussi tout ce qui se passe dans le monde avec les frais de douane pour les exportateurs et aussi, et on est encore un peu étonné, les chefs d'entreprise ont peur du coût des énergies et de l'évolution qu'elles pourraient prendre. Laurent Lardy, député de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, dépose une proposition de loi qui vise à soutenir et valoriser les commerces de proximité. Son objectif, au micro de Rachel Castan. Il y a des zones bien précises, des rues, des quartiers, dans de très nombreuses villes en France, dans lesquelles les loyers deviennent complètement excessifs et les commerçants ne peuvent tout simplement plus faire face au montant des loyers qui augmentent en plus dans certains cas de manière constante. Et donc, ils ont beau avoir une activité saine qui tourne, à un moment, le loyer va plomber leur activité et eux-mêmes vont se retrouver dans des difficultés qui mènent éventuellement d'ailleurs à la cessation d'activité au dépôt de bilan. Un mot de football, l'Olympique de Marseille reste positif malgré 2 défaites consécutives à Lisbonne puis à Lens sur le même score de 2-1. Roberto De Zerbi a tenu à défendre son groupe estimant que son équipe avait été meilleure dans le jeu malgré le résultat. Même constat pour Mehdi Benassia, le directeur du football qui a salué les 20 premières minutes les plus belles selon lui depuis son arrivée et évoqué un simple manque de réussite. De son côté, le gardien Geronimo Rulli s'est voulu rassurant, expliquant ne pas être inquiet et appelant à poursuivre le travail. L'OM veut désormais rebondir dès mercredi au Vélodrome face à Angers. La météo aujourd'hui, le soleil est de retour. On attend des rafales de vent jusqu'à 65 km/h. Côté température, il fait 10 petits degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Nathan Sperling. Vous êtes sur Radio JM 90.5, c'est la grande matinale. Et vous êtes de retour dans la grande matinale de Radio JM. Elle est celle qui a accompagné les militants la nuit pour des collages, celle qui depuis 2 ans n'a pas cessé d'y croire et de se battre pour la libération des otages ici à Marseille. Elle a repris les rênes du collectif 7 octobre en tant que militante, mais surtout humaniste. Aujourd'hui, elle vient nous parler du futur de son collectif. Marion Amar est avec nous ce matin. Bonjour Marion, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Nathan, merci beaucoup. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Alors Marion, vous dites souvent que le combat ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous maintenant, surtout après la libération des otages vivants ? Quelles vont être les prochaines actions du collectif ? Alors, on a passé 2 ans quand même très denses, très riches émotionnellement et... il y a une sensation de soulagement ces dernières semaines qui nous pose un petit peu les cartes de la suite. Il y a beaucoup de pistes. Notamment, on va se poser la question de la mémoire. Quelle direction donner au collectif ? On est confronté à des problématiques aujourd'hui auxquelles on n'était pas confronté il y a 2 ans. Je pense qu'on a besoin d'attendre que les choses se posent un petit peu pour pouvoir réorienter un petit peu tout ça. Donc on a notamment la mémoire, on a des problématiques d'antisémitisme auxquelles on n'était pas nécessairement confronté il y a 2 ans, sur lesquelles il va falloir aussi travailler. On va avoir, là, dans les jours qui arrivent, un Zoom avec le National pour réfléchir un petit peu aux différents axes. Il y a un gros brainstorming qui s'est mis en place ces dernières semaines. Ça va être une grande aventure, je pense, parce qu'on a l'impression d'avoir fini un combat, mais en fait, on se rend compte qu'il y a encore tout autant de choses à faire
malgré la libération des otages. On n'oublie pas quand même qu'il en reste 13, il reste 13 corps que le Hamas doit encore restituer. Tant que cette partie-là n'est pas faite, je ne vois pas quelle action on peut encore engager. On va continuer de militer pour le retour de ces 13 corps et se poseront ensuite la question des actions à venir. Alors, le collectif 7 octobre Marseille s'est quand même beaucoup mobilisé sur le terrain, dans les rues, aussi sur les réseaux. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience marseillaise et comment continuer justement à faire vivre ce lien entre les concitoyens ? C'était très fort. Ça a été une réaction presque épidermique au lendemain du 7 octobre, comme un réflexe. L'aventure humaine, elle a été juste incroyable. Je pense qu'on ne savait pas trop dans quoi on mettait les pieds quand ça a commencé. On n'était pas coutumier de sortir la nuit, d'aller coller, faire de la colle. C'était assez sympa. On a rencontré des gens qui étaient absolument incroyables, qui avaient ce besoin de se mobiliser. C'était très réconfortant de retrouver un peu d'humanité au milieu de tout ce qu'on vivait. Donc l'aventure humaine a été assez riche. Je pense que tous les gens qui se sont mobilisés sur les 2 dernières années, vont continuer de se mobiliser. Tout le monde est en demande. On se sent souvent impuissant face à l'actualité, que ce soit sur les problématiques qu'on peut rencontrer en diaspora, que ce soit celles qu'on peut rencontrer en Israël. Il y a un besoin d'agir chacun à son échelle. Donc on va peut-être pas changer la face du monde, mais c'est aussi de pas abandonner, de maintenir ce lien qui a été créé. C'est essentiellement citoyen, il n'y a pas du tout d'action politique. C'est d'être ensemble, de mener des combats ensemble sur des causes telles que l'antisémitisme. Il y a toute la réflexion de comment va s'organiser l'après. Mais la question de la mémoire, c'est la question qui me travaille le plus ces derniers temps. C'est la question que je voulais vous poser dans cette phase d'après, c'est quel est le message que vous allez faire passer, notamment quand même à la société française, aux institutions que vous avez beaucoup élaguées, mais aussi surtout quand même à la jeunesse, puisque le collectif 7 octobre est vraiment jeune, j'ai envie de dire. Oui, ça reste jeune. Moi, le constat qui me blesse un petit peu depuis l'accalmie de la libération des otages, c'est de se rendre compte à quel point tout le monde, surtout au niveau communautaire, est meurtri par rapport aux 2 dernières années, que ce soit montée d'antisémitisme, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé en Israël. Il y a un vrai trauma qui s'est dégagé, qui ressort de tout ça. Je pense que c'est important de poser un peu les choses avant de se remettre dans la bataille pour évaluer clairement ce qu'on a en face de nous. Je pense que sous le coup de l'émotion, on s'est quand même beaucoup renfermé sur nos peurs qui sont légitimes, parce que franchement, on se fait 2 ans d'actualité un peu compliquée quand même. Oui. Mais je veux pas qu'on fonce tête baissée dans quelque chose où ça va être de l'entre-soi, de rester entre nous, de se raconter des choses qu'on adore entendre, qui nous rassurent. Je pense que c'est aussi important maintenant de se confronter, pas forcément à des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais de se confronter à la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. De pas avoir peur d'aller discuter, de pas rester enfermé dans nos propres vérités à nous, de construire peut-être... J'ai eu la discussion avec une amie récemment, de se dire on fait des cours d'histoire, on fait venir des intervenants, comment répondre, comment tout ça. Mais en fait, on se rend compte qu'au sein même de la communauté, une vérité peut avoir 28 interprétations différentes. Chacun avec sa sensibilité va interpréter les choses différemment, et c'est déjà peut-être de se remettre tous un peu au diapason maintenant que l'émotion est un peu redescendue, et de se lancer dans quelque chose de réfléchi. Voilà, on a eu le réflexe après le 7 octobre d'aller coller. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus la réflexion qui doit primer et poser les choses pour construire un peu plus, de manière un peu plus dense. Pas dense, mais construite. Voilà. D'accord, donc une nouvelle forme d'engagement pour le collectif. Une nouvelle forme, oui. Je pense que c'est la direction que ça va prendre. Est-ce qu'il y aura encore peut-être des rassemblements, des appels à rassemblement, justement, des actions qui vont être faites là dans les jours prochains où on prépare l'après? Alors, dans les jours prochains, c'est essentiellement des réunions. C'est pas super drôle. Ça va être de structurer un petit peu, ces fameuses directions qu'on aimerait donner, de rassemblement au niveau communautaire, tout ça. Je pense pas que ce soit pour tout de suite. D'ici la fin de l'année, c'est certain que ça se fera, d'avoir une réunion, de remonter une équipe claire qui est motivée, de se mettre tous à peu près au même niveau et s'assurer qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde en fonction de la direction que le collectif va prendre. Je pense que d'ici le début de l'année, on aura quelque chose de plus clair pour avancer.
moi, j'aimerais que voilà, la dynamique qu'on a pu avoir avec le groupe continue, parce qu'elle était quand même assez chouette. Les gens qui se sont rencontrés sont tous assez différents, mais quand même assez complémentaires. Donc c'est intéressant de garder cette dynamique-là. Après, voilà, en fonction de la structure des événements qu'on va faire, je pense qu'on reviendra rapidement pour de nouvelles aventures. Oui. Super, merci beaucoup Marion Merci. d'avoir été notre invitée ce matin. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Pour vos prochaines actions et surtout votre reconstruction, j'ai envie de dire, Ouais. aussi, dans ce grand collectif qui est le collectif 7 octobre Marseille. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion Amar. Nous allons recevoir dans les studios Marc Lefebvre. Marc Lefebvre qui est le co-créateur du Hero Festival. Allez-y, asseyez-vous. Donc on enchaîne avec un invité aussi de prestige pour cette grande matinale. Il est donc comme je vous l'ai dit, le co-créateur du festival de la culture geek le plus visité dans la région PACA, pop culture, K-pop, J-pop, manga, cosplay et même e-sport. Une ode à la pop culture dont les amateurs ne manquent pas. Chaque automne, le rendez-vous, un événement pour les petits comme les grands d'ailleurs. Le co-créateur du Hero Festival, Marc Lefebvre, est avec nous ce matin. Bonjour Marc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, bonjour à tous. 11 ans déjà. 11 ans. Ah oui, c'est passé vite. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui a changé dans le regard du public sur la pop culture depuis les débuts du Hero Festival ? Alors déjà, ce qui a changé à Marseille, c'est que la ville est très ouverte sur toutes les tendances culturelles, et notamment sur l'Asie, sur le Japon, sur la Chine. Et on a réussi avec Annabelle en quelques années à créer vraiment un rendez-vous autour de la culture de l'imaginaire. Vous parliez de pop culture. Alors pour les auditeurs qui savent pas exactement ce que représente la pop culture, c'est effectivement tout ce qu'on a autour de la bande dessinée, du cinéma, des séries, aussi des jeux vidéo. Donc c'est très large, c'est la culture populaire, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire celle que on a tous eu enfants, adolescents, et qui maintenant se continue en tant qu'adultes. Alors, le thème de cette année du Hero Festival, c'est le voyage. Vous proposez une exposition inédite de 1500 mètres carrés, les routes de l'imaginaire, intitulée Les routes de l'imaginaire, avec plus de 20 véhicules mythiques du cinéma, des séries et de la BD. Racontez-nous un petit peu cette idée folle. Alors, rendons à César ce qui est à César. C'est les filles de l'équipe qui ont décidé, qui ont trouvé cette thématique, qui est de dire qu'effectivement, dans cette culture de l'imaginaire, le véhicule, c'est le média, c'est le moyen qui va nous permettre de voyager. Alors, c'est un voyage qui est à la fois dans le temps, qui est géographique, qui peut être sur terre, sur mer ou dans l'espace. On le sait tous, les super-héros qu'on connaît, ou même les héros, ils ont tous un véhicule à leur disposition. Et donc c'est ce que on a essayé de reproduire dans cette exposition, c'est d'avoir ces véhicules-là qui sont mythiques. Donc ça va du kart de Mario Kart dans le jeu vidéo, ou de la voiture célèbre de Ghostbusters, ou celle de Cars dans les dessins animés. Mais c'est aussi des références à James Bond 007, c'est aussi des références au cinéma français avec la 2 chevaux. Donc vous voyez, c'est énormément de souvenirs, d'éléments qui vont revenir à la mémoire de tous nos visiteurs. Oui, donc j'ai envie de dire qui touche toutes les générations. Oui, alors ça, dès le début, le Hero Festival, on a souhaité qu'il soit ouvert à tous. Hein, c'est vrai que moi, à l'origine, donc en 2014, on revient aux origines, on s'était dit, je vais faire quelque chose un peu pour les passionnés de pop culture, pour ceux les amateurs du Club Dorothée, les amateurs de Star Wars, de tout ce qu'ont vécu c'est les années 80 qui ont été les années vraiment de création, de développement de tous ces univers. Et puis dès la première année, mon équipe est venue me voir en me disant on a un problème, il y a trop de monde dans les allées, il y a trop de poussettes qui bloquent les allées. Et moi, je comprenais pas parce que les poussettes, c'était pas la cible de notre salon. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de jeunes parents qui venaient et qui venaient partager ça aussi avec leurs enfants. Donc, on est vraiment quelque chose de très, très, transgénérationnel, exactement. Il y a des retraités qui viennent avec leurs petits-enfants. Il y a des papas qui viennent montrer les anciennes consoles de jeux vidéo aux enfants. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est un univers vraiment à part. C'est aussi ce qui fait le succès du Hero Festival, c'est cette ambiance. On croise des cosplayers, des gamers, des familles, des artistes, des fans d'animé. Donc tout le monde se mélange. Comment est-ce que vous décririez l'esprit justement du Hero Festival, mais de cette année en 2025 ?
Alors cette année, c'est le thème du voyage. Donc on va essayer on a travaillé pour avoir effectivement beaucoup d'animations autour de cette thématique. Mais vous parliez de cosplayer. Moi, c'est vrai que c'est un peu ma tasse de thé, le cosplay, c'est-à-dire de voir des gens passionnés qui, pendant toute l'année, vont travailler sur leurs costumes, vont préparer, on va dire, leur apparence pour, pendant 2 jours, c'est eux qui font le spectacle dans les allées. C'est eux, en fait, qui sont l'ADN du Héros Festival. Donc, vous avez vraiment des personnes qui sont dans tous les univers. Et déjà, quand vous passez les portes du Parc Chano, quand vous arrivez dans le hall 1 et que vous voyez des milliers de personnes costumées, chacune dans son univers, là, je vous promets que le voyage, il est garanti. Alors le Héros Festival, il est quand même né et reste pour l'instant à Marseille. Qu'est-ce que cette ville apporte à l'événement selon vous? Est-ce que c'est l'identité marseillaise qui joue un rôle particulier dans votre événement? Alors on a une édition à Grenoble, qui est le petit frère, qui se développe aussi depuis 5-6 ans. Et puis, ce qu'on essaie de faire aussi avec les équipes, c'est de travailler avec les municipalités autour de Marseille. On a développé un événement sur Vitrolles et aussi, depuis l'année dernière, sur la ville d'Allo, avec des mairies très dynamiques qui nous soutiennent beaucoup. Mais c'est sûr que l'origine, c'est Marseille, c'est c'est notre ville de naissance, notre ville dans laquelle on habite, dans laquelle on travaille, donc la société, tous les gens avec qui on travaille, on essaie de travailler avec des acteurs locaux. Pour nous, c'est très important, aussi bien pour la fabrication du festival, mais aussi en tant qu'exposant. On essaie d'avoir des créateurs, des boutiques, des gens qui sont de notre ville. L'objectif, c'est aussi de faire vivre tout notre univers, tous les gens qui peuvent travailler dans cet univers. C'est vrai qu'on a, par exemple, presque une centaine de bénévoles qui sont avec nous à nos côtés pour organiser le festival, mais on souhaite aussi que tout le tissu local économique participe de ce héros. Sachez aussi qu'on remplit plusieurs hôtels le week-end du 8 et 9. On fait travailler avec les restaurants locaux. Voilà, on essaie vraiment d'amener, d'apporter aussi quelque chose d'économique à notre ville. Et oui, vous faites marcher l'économie locale en organisant un aussi gros événement aussi, forcément. Forcément, c'est notre objectif. Moi, je suis très attaché au local, au territoire. Et d'ailleurs, on a un soutien très fort, oui, de la ville de Marseille, que je remercie. Et puis cette année, la région aussi est venue sur un projet plus lié au sport et au e-sport, qui fait partie de leur thématique, parce que le territoire aussi a des ambitions. L'objectif, c'est de montrer ce que la ville, ce que Marseille, ce que le territoire peut faire ici, peut créer et rayonner sur toute la France et même à l'international, puisqu'on a aussi des guests internationaux. Et justement, on va en parler pour ceux qui nous écoutent et qui viendront les 8 et 9 novembre. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater, Marc Lefebvre? Bon, il n'y a rien à rater, franchement. Moi, j'aime tout, mais si vous me demandez on va dire, ce que j'apprécie particulièrement pendant les 2 jours, c'est effectivement les rencontres avec les acteurs américains. Donc, cette année, on a fait venir Christopher Judge, qui est donc un des acteurs principaux de la série Stargate. Voilà, c'est un vrai honneur de le recevoir à Marseille. Il vient passer 4 jours avec nous pour rencontrer les visiteurs, mais aussi pour visiter la ville. Donc on a la chance de pouvoir le voir sur scène. Il va nous faire une conférence pour nous expliquer, pendant les 2 jours, pour nous expliquer les tournages. Il va aussi faire des dédicaces, des photos. Donc lui, et puis il est accompagné de James Master, qui est lui un acteur de Buffy contre les vampires notamment, qui a joué dans plein de séries et qui va faire ce même programme. Donc voilà, rencontrer deux acteurs des années 80-90 à Marseille, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Oui, complètement. Dernière chose, Marc, si vous deviez donner peut-être une raison, j'ai envie de dire, familiale de venir au Héros Festival, ce serait laquelle? On a tous une raison en fonction de sa personnalité de venir au Héros. Il y a tellement de choses différentes à voir. C'est 25 000 mètres carrés. Pour ceux qui connaissent le Parc Chano, c'est 3 halls du Parc Chano. C'est très conséquent. En une dizaine d'années, on s'est bien développé. Mais moi, je dirais que effectivement, c'est dans cette période qui peut être un peu agitée, dans laquelle on a besoin aussi de retrouver ses repères et ses valeurs, c'est de venir dans une bulle de bienveillance, dans une bulle de vivre ensemble, puisque on est tous ensemble, dans une bulle de magie. Voilà, on est vraiment dans un autre univers, dans l'univers rêvé,
des super-héros, des héros, des acteurs. Donc voilà, c'est vraiment une cure de jouvence pour les plus âgés comme moi. Pour les plus jeunes, c'est aussi un bain dans l'innovation et dans la rencontre de l'autre. Voilà. Moi, je suis très heureux de remarquer que la plupart des choses que les gens viennent chercher chez nous, c'est la rencontre, l'échange et la découverte. Merci beaucoup Marc Lefebvre pour toutes ces informations. Si vous voulez vous évader un petit peu de cette actualité brûlante, je le rappelle que le Hero Festival, c'est le 8 et le 9 novembre au Parc Chano. Côté prix, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans et 16 € en pré-vente et 20 € sur place. Passe famille disponible évidemment. Merci Marc et puis à très bientôt. À bientôt au Parc Chano. Merci. Merci beaucoup. Il est 10h58 maintenant. Je vous propose une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après le journal de nos confrères de RCJ. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Et vous êtes de retour dans la grande matinale de Radio JM en ce lundi 27 octobre. Dans 2 jours aura lieu une agora à la région sud avec pour thème « Pourquoi toujours de l'antisémitisme ?» et comment lutter contre. Nous sommes allés rencontrer le président de la région sud pour nous en parler. Cette interview, je vous le rappelle, a été réalisée vendredi midi à l'hôtel de la région sud. Bonjour Renaud Muselier, merci d'être avec nous sur Radio GM et merci de nous recevoir ici à l'hôtel de région. La région sud organise le 29 octobre prochain une grande agora intitulée « Pourquoi toujours de l'antisémitisme et comment lutter contre ?» Une initiative forte dans un contexte où la question de la haine anti-juive revient malheureusement dans l'actualité. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et la région sud, à lancer cette initiative publique sur un sujet aussi sensible, Renaud Muselier? Je pense que globalement, c'est un sujet qui est récurrent et que cette période est particulièrement tendue. Alors pourquoi maintenant? Parce que peut-être qu'au lendemain de tous les incidents dramatiques que nous vivons au lendemain du 7 octobre, qui est quand même un assassinat de masse, on a vu une réaction bien sûr d'Israël, de l'État israélien, et on a vu une vague d'antisémitisme derrière à la suite de cette réaction et les désastres à Gaza, une vague d'antisémitisme à travers le monde. On a, nous, porté les drapeaux sur le fronton, le drapeau israélien sur le fronton de la région, le drapeau français. On s'inscrit dans une logique qui était de dire on ne veut pas importer le conflit israélo-palestinien en France et on ne laissera pas les autres l'importer, mais on soutient Israël. Voilà en gros la démarche de la région. Le fait qu'on ait trouvé apparemment pour l'instant un accord fragile avec les Américains, les Israéliens et le Hamas, tellement fragile qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est là-bas. Et donc peut-être que c'était le moment aussi de se poser la question pourquoi en France il y a cet antisémitisme, ces réactions dans une république laïque qui se doit d'être fraternelle. Et donc, on a trouvé que c'était un moment opportun de faire cette belle réunion. Cette réunion, c'est peut-être aussi l'aboutissement d'un travail de fond qui a été engagé depuis plusieurs années par la région? Oui, nous, on a toujours travaillé sur la République, la laïcité, le respect des valeurs, des droits de la République française, du respect des religions, de la capacité à se respecter, de cette volonté en fait d'être ensemble dans notre nation. Et c'est l'effet nation qui ne fonctionne plus en fait. Et donc ce travail dans les lycées, ce travail que nous avons fait, notamment pour que les jeunes puissent aller au camp des 1000 de tous les lycées de la région, ou que le camp des 1000 vienne faire des préparations dans les classes, fait en sorte que c'est cette lutte contre les premiers signes de radicalisation dans la formation auprès de nos personnels dans les lycées. C'est un certain nombre d'actions très concrètes qui ont été menées pour justement ne pas se laisser emporter par une dérive extrêmement nocive pour notre pays, pilotée par des mouvements politiques quand même qui portent le drapeau de la Palestine, qui le font à l'Assemblée nationale, qui le font dans notre cité phocéenne. Et donc ce travail de république, de nation, on travaille, et on le rappelle, avec une très grande détermination, une grande volonté et sans faillir.
Alors, en parlant de nations, l'Agora réunira donc des profils qui sont très variés. L'imam Hassem Chalgoumi, le père Alexis Leproux, la sociologue Martine Cohen, l'écrivain Marek Alter et j'en passe. Comment s'est construite cette programmation et surtout qu'est-ce que vous avez voulu faire passer à travers cette diversité de voix? D'abord, notre système que nous faisons ici dans nos agoras, qui ont lieu à peu près tous les trimestres, sont des endroits qui sont assez particuliers. C'est-à-dire que c'est une espèce de rectangle dans lequel tout le monde est autour et tout le monde peut parler. Il n'y a pas la possibilité de venir écouter quelqu'un qui va faire un tunnel de 3/4 d'heure. C'est pas ça l'agora. L'agora, c'est je reçois, je remercie, j'accueille des personnalités extrêmement différentes. Vous avez souligné que les 3 religions monothéistes seront représentées, et avec des témoignages de personnes qui s'expriment, et avec, je pense qu'il y aura 400 personnes à peu près, qui ont la capacité de rebondir, de réagir. Et donc c'est vraiment un agora interactif, hein, avec des prises de position, du vécu, comment ils vivent leur propre religion, avec la peur d'être juif en France, hein, quand même, c'est ça qui est quand même absolument épouvantable, et comment on peut lutter pour faire en sorte qu'on soit fier et heureux d'être juif en France. Est-ce que c'est aussi des régionaux qui vous ont poussé à faire cette agora, le témoignage de certains régionaux aussi? Non, pas particulièrement. Moi, je suis quand même très proche de la communauté. Bon, en étant très proche de la communauté, j'ai beaucoup de mes amis. J'ai fait une soirée il n'y a pas longtemps avec notre ami Teboul à son domicile où tous les amis de la communauté, pas forcément d'ailleurs les responsables de la communauté, sont exprimés, ont échangé je les connais depuis très longtemps quand même, hein. Moi, je suis élu du centre-ville depuis 92. Donc ça fait un grand moment. Vous savez que moi, ma grand-mère était juive. Donc mon père a été déporté à Dachau. Bon, tout ça fait en sorte que je partage, même si je suis catholique, je partage ces agressions potentielles permanentes, et je le vis comme un désastre pour mon pays. Et au-delà de la peur qu'ils ont eux à titre individuel. Donc c'est un double combat que je dois faire à titre personnel et en tant que responsable politique. Revenons sur la programmation de cette agora. Est-ce que ce sera plutôt un débat d'idées, un échange avec le public ou aussi des témoignages? C'est les 3. C'est le président de région qui reçoit des personnalités connues et reconnues, courageuses, qui s'expriment au niveau national, au niveau européen et au niveau local. Des témoignages ou des prises de position avec des rebonds. De toute façon, on ne peut pas parler plus de 3 minutes. Et comme ça dure 2 heures, ça fait beaucoup de prises de parole, hein, avec des échanges, des questions. C'est très très libre, assez bien piloté. On a bien l'habitude maintenant de ces échanges. On a des personnalités de rang mondial, hein, qui viennent. Et on a un animateur, c'est-à-dire qui donne la parole, qui mesure les propos, qui rebondit. Et c'est très très interactif. Donc c'est très très agréable. Donc je vous invite à venir. Au-delà de cet événement, est-ce que la région quand même prévoit des actions concrètes, notamment dans les lycées, pour sensibiliser les jeunes à l'histoire et surtout à la lutte contre l'antisémitisme? Alors je pense qu'on fera des annonces mardi d'actions complémentaires, mais on a déjà fait, c'est vrai, dans tous nos lycées, plusieurs choses. D'abord, on a formé la totalité de notre personnel dans les lycées pour les premiers signes de radicalisation vus et perçus. On a mis en place la garde régionale des lycées, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour prévenir tout acte d'antisémitisme ou toute agression ou tout racket ou toute agression sexiste là-dedans, de façon à ce que les parents qui nous confient leurs enfants, les enfants, quand ils arrivent dans les lycées, les lycées sécurisés, le portique est fait, les caméras sont là, et il y a aussi une surveillance humaine. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà de l'antisémitisme. C'est quelque chose qui va sur la totalité de la protection de nos enfants. Et sur le fond de l'antisémitisme, au-delà de cette formation sur les premiers signes de la radicalisation, il y a ce partenariat que nous avons fait et que nous faisons avec le Camp des Milles pour que les jeunes lycéens puissent réaliser ce qui s'est passé quand même chez eux, ici, dans la région. Et nous aurons aussi la possibilité, comme nous le faisons tous les ans, de partir avec une délégation à Auschwitz pour aussi aller toucher du doigt ce désastre qui ne peut être oublié. Ce sera quand cette délégation à Auschwitz ?
Je pense que c'est janvier ou février, je ne sais plus, c'est courant janvier, parce qu'il y a l'anniversaire en fait d'Auschwitz, et là il y aura une grosse délégation qui se rendra à Auschwitz, c'est fin janvier, début février. Dernière question, Monsieur Muselier. On a parfois le sentiment que la lutte contre l'antisémitisme est quand même devenue un terrain politique, instrumentalisé à droite comme à gauche. Comment faire pour que cette agora ne soit pas perçue comme un rendez-vous d'affichage, mais bien un moment d'unité et d'action citoyen? Mais moi, je fais de la politique, hein. Moi, j'assume, hein. Moi, je suis un homme de droite, je suis macroniste, j'ai une région qui est pilotée avec des verts raisonnables à la droite un peu durs, mais avec des gens qui font de la politique et qui défendent les valeurs morales de l'engagement politique pour notre cité. Cette agora invite tous ceux qui veulent participer au débat démocratique. J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai un engagement très clair. Quand certains ont prôné de façon politique, chez les socialistes ou chez LFI, le fait qu'il faille, sur les frontons des mairies, mettre le drapeau palestinien, mais moi, j'ai pavoisé mon pays, ma région de drapeau français. On est en France ici. Voilà. En France ici. Alors après, il y a des gestes de solidarité dans des discours qui sont des discours de solidarité, de témoignages d'affection et d'estime. En ce qui concerne ce qui s'est passé le 7 octobre sur la prise des otages, sur le massacre par le Hamas, mouvement terroriste, ben, les mots ont un sens. Et dans la vie politique comme dans la vie courante, les mots ont un sens. Et donc ces mots-là, moi je les pèse, je les pose et je les assume en tant que tels. Très bien, merci beaucoup Renaud Muselier de nous avoir accordé cet entretien. On se retrouve le 29 octobre plutôt, pour cette agora à l'hôtel de la Région Sud. Merci beaucoup. Merci à vous, vous êtes les bienvenus. Vive la vie, vive la paix, vive Israël, vive la France. Et voilà, respectons-nous, ça sera absolument parfait. Et je crois qu'on doit se le répéter en permanence. Merci beaucoup Renaud Muselier. Et voilà l'interview de Renaud Muselier faite, je vous le rappelle, vendredi midi à l'hôtel de la Région Sud. Merci à lui d'avoir répondu à nos questions. L'agora sera à suivre sur les ondes de Radio JM dès 17h sur le 90.5, mais également sur nos réseaux sociaux avec un Facebook Live, mais aussi en live sur Instagram. En tout cas, on l'espère. Le tout présenté évidemment par Elsa Charbit et BFM Marseille. Petite pause musicale et on se retrouve juste après. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. Et après cette pause musicale tout en douceur, il est 11h27 et c'est l'heure du flash d'information locale. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 octobre et voici votre journal d'information. Plusieurs centaines d'auto-écoles vont manifester aujourd'hui pour dénoncer la pénurie d'inspecteurs et les délais trop longs pour passer le permis. Une opération escargot est prévue dès 10h au départ de Vitrolles, direction le Vieux-Port, la Corniche et le Prado, avant un arrêt devant la préfecture. Selon le groupe marseillais ECF, près de 250 véhicules, dont 60 camions, participeront à cette mobilisation. Les professionnels réclament notamment le recrutement de 150 inspecteurs supplémentaires et davantage de moyens humains pour réduire les délais d'examen jusqu'à 6 mois. La 46e édition du Marseille-Cassis a connu un finish déconcertant avec la remontée de l'Espagnol Ilias Fifa dans les derniers mètres face à Mohamed El Tahlaoui. Et cette année encore, le collectif Marseille-Cassis Bring Home était présent afin de courir pour la mémoire, l'humanité et la dignité. Écoutez Sandra Amar, coordinatrice du collectif Marseille-Cassis Bring Home, au micro de Magali Barthez. C'est le 12e Marseille-Cassis que nous faisons et c'est la 4e course que nous faisons depuis 1 an. Toujours là, pour le dernier otage, avec 31 coureurs ce matin. Il y a encore des coureurs qui se rajoutent, qui ont appris que nous allions courir pour les 13 derniers otages. On court presque plus pour la visibilité des otages qu'on court pour le soutien en famille, parce qu'elles sont dans l'attente, parce qu'elles devaient commencer un deuil dans la dignité. Et elles aimeraient retrouver leur otage qui est donc à Gaza depuis 2 ans. Bon, les messages sont écrits en anglais, exprès sur les t-shirts, pour que ça passe de manière internationale. Et on continue les actions et on continue d'agir. À Marseille, la conférence du Bet Alochem France prévue cette semaine a été reportée. L'association qui soutient les vétérans et blessés israéliens
a pris cette décision après cette vague de messages haineux sur les réseaux sociaux, notamment à la suite de prises de position des députés Thomas Porte et Alma Dufour qui ont réclamé son annulation. Des invectives ont été échangées sur Twitter entre Benoît Payan et Alma Dufour. Hubert Habib, président de Beth Alochem France, répond à notre micro sur cette annulation et sur son sentiment. Des risques de débordement annoncés dans les réseaux sociaux avec des vomissements stupides, des discours de haine, des torrents de boue. Nous sommes au regret d'annoncer le report de nos événements parce que la sécurité de nos délégations israéliennes et la sécurité de tous les participants est pour nous une priorité. C'est presque une honte pour notre République, notre belle République, mais il faut passer par là. Donc Beth Alochem France va entrer dans une zone de silence pendant quelques temps et on retrouvera cette joie de vous présenter ces soldats. L'association précise qu'elle reste mobilisée pour poursuivre son action. Elle annoncera de nouvelles dates pour ses conférences à Marseille et à Neuilly. Je cite en toute discrétion. Vendredi après-midi, la commune d'Allo rendait hommage au capitaine Webb dont l'avion avait été abattu dans le ciel allodien par les troupes allemandes le 24 octobre 1943 et qui repose désormais au cimetière militaire américain de Draguignan. Le maire d'Allo, Lionel de Cala, souligne l'importance de cette commémoration à Magali Barthez. Cette cérémonie en hommage au jeune capitaine américain, le capitaine Webb, qui a été victime d'un tir allemand pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. C'était il y a 82 ans, ici même à Allo. Nous tenons à lui rendre hommage, à transmettre ce devoir de mémoire aux nouvelles générations, parce qu'il y a eu des engagements d'un jeune capitaine américain de 27 ans comme lui, que la France a pu retrouver sa liberté, défendre ses valeurs. Et donc, on met un point d'honneur ici à Allo à défendre sa mémoire année après année. Vendredi soir, juste avant Shabbat, un couple de nonagénaires a été violemment agressé à son domicile sur le Prado dans le 8e arrondissement de Marseille. 2 hommes se sont fait passer pour des aidants de la communauté juive pour se faire ouvrir la porte. Ils ont ensuite jeté au sol le propriétaire âgé de 94 ans avant de le forcer à remettre des bijoux de grande valeur. Le préjudice s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. La victime, très choquée, a été hospitalisée. Les 2 malfaiteurs non masqués ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte et confiée à la division de la criminalité territoriale. L'opération du syndicat de la librairie française Donner à lire est en cours dans 7 librairies marseillaises jusqu'au 20 novembre. Ce geste solidaire consiste à donner un livre neuf ou d'occasion dans des librairies partenaires. Ils sont ensuite remis au secours populaire à destination des enfants. Maya Flandin est libraire et membre du syndicat. Elle explique au micro de Rachel Castan pourquoi il était important de créer cette opération. En fait, j'ai fait un constat à l'époque, c'était que les jeunes ne lisaient pas ou plus, et on ne s'inquiétait pas tellement du fait qu'ils n'aient pas forcément accès aux livres. En fait, il existe des enfants et des adolescents qui ont un accès vraiment limité aux livres et qui n'en possèdent pas eux-mêmes. Donc j'étais partie de ce constat, et aussi du fait que quand je faisais visiter la librairie à des classes de tous âges, je me rendais compte que dès qu'on mettait des enfants et des livres ensemble, et bien les enfants s'intéressaient aux livres, et les jeunes aussi, parfois des lycéens, enfin à tous les âges en fait. Et donc je me suis rendu compte vraiment que pour que les enfants puissent s'intéresser à des livres, il fallait déjà qu'il y ait une proposition. En 2024, 28 000 livres ont été collectés sur tout le territoire français. Le club de la conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur est revenu sur la situation économique de la région à la fin du 3e trimestre. L'occasion d'aborder les points positifs comme le taux de chômage régional de 8%, historiquement bas, mais aussi négatifs, comme le fait que 60% des entreprises de la région repoussent leur investissement. Daniel Margot, le président par intérim de la CCI Aix-Marseille-Provence, en explique les raisons au micro de Rachel Castan. On a globalement une confiance des chefs d'entreprise qui est à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'on a l'instabilité politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'instabilité politique et l'instabilité politique. Malgré tout, il y a aussi tout ce qui se passe dans le monde avec les frais de douane pour les exportateurs et aussi, et on est encore un peu étonné, les chefs d'entreprise ont peur du coût des énergies et de l'évolution qu'elles pourraient prendre. Laurent Lardy, député de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, dépose une proposition de loi qui vise à soutenir et valoriser les commerces de proximité. Son objectif au micro de Rachel Castan. Il y a des zones bien précises, des rues, des quartiers, dans de très nombreuses villes en France, dans lesquelles les loyers deviennent complètement excessifs et les commerçants ne peuvent tout simplement plus faire face au montant des loyers qui augmentent en plus dans certains cas de manière constante
Et donc, voilà, ils ont beau avoir une activité saine qui tourne, à un moment, le loyer va plomber leur activité, et eux-mêmes vont se retrouver dans des difficultés qui mènent éventuellement d'ailleurs à la cessation d'activité, au dépôt de bilan. Un mot de football, l'Olympique de Marseille reste positif malgré 2 défaites consécutives, à Lisbonne puis à Lens, sur le même score de 2-1. Roberto De Zerbi a tenu à défendre son groupe, estimant que son équipe avait été meilleure dans le jeu, malgré le résultat. Même constat pour Mehdi Benassia, le directeur du football, qui a salué les 20 premières minutes les plus belles, selon lui, depuis son arrivée, et évoqué un simple manque de réussite. De son côté, le gardien Geronimo Rulli s'est voulu rassurant, expliquant ne pas être inquiet et appelant à poursuivre le travail. L'OM veut désormais rebondir dès mercredi au Vélodrome face à Angers. La météo aujourd'hui, le soleil est de retour. On attend des rafales de vent jusqu'à 65 km/h. Côté température, il fait 10 petits degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Nathan Sperling. « 90.5 Radio JM, la grande matinale. » Vous êtes toujours dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi. C'est maintenant le moment de recevoir le coordinateur Sud-Est pour le FSJU, Fonds social du Juif unifié évidemment Marseille-Provence, en charge des VSC, mais surtout de coordonner aussi avec le FSJU Marseille-Provence le mois de la Tzedaka. Benjamin Sidbon, bonjour. Bonjour, merci infiniment de nous recevoir ce matin. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors d'abord Benjamin, qu'est-ce que le mois de la Tzedaka et comment se déroule le mois de la Tzedaka cette année ? Alors, bien évidemment, ce mois de la Tzedaka, c'est un mois qui se déroulera du 15 novembre au 15 décembre, comme chaque année. C'est un peu une trêve associative où on se dit tous qu'on collecte pour la Tzedaka. Alors, qu'est-ce que la Tzedaka ? C'est une campagne nationale qui permet finalement de récolter des dons qui resteront sur le territoire. C'est-à-dire que 100% des dons qui sont collectés à Marseille resteront à Marseille pour des projets solidaires et associatifs à Marseille. Comme vous le savez, le Fonds social juif unifié, c'est 4 piliers: social, éducation, jeunesse, culture. C'est exactement sur ces 4 piliers que nous collectons pour la campagne de la Tzedaka. On parle bien évidemment de handicap, le nouveau projet à Aubagne de nos amis de Beyachad. On parle aussi de programmes éducatifs qu'on va mettre en place, notamment à Oratora, à GSBE, dans d'autres écoles de Marseille. On va avoir des programmes sociaux également, puisque je vous le rappelle que pendant cette campagne de la Tzedaka, nous finançons les bourses cantines, qui nous permettent finalement à 450 enfants de la région marseillaise de manger au moins un repas chaud par jour à la cantine. Ça correspond à peu près à 250 000 € de levée de fonds chaque année pour payer cette cantine. Ce sont aussi des bourses vacances qui permettent à des enfants de partir dans nos colos et de créer cette mixité sociale au sein de nos colos et nos centres aérés. Et aussi, bien évidemment, les bourses handicap, qu'on n'oublie jamais parce que c'est aussi le plus important, créer cette mixité dans nos colos et permettre à des jeunes de tout horizon de pouvoir partir correctement, de manière saine et surtout avec toute l'aide sociale nécessaire et suffisante pour pouvoir partir dans nos colonies de vacances. Donc c'est aussi ça ce qu'on propose pendant la campagne de la Tzedaka. Et du coup, on engage tout le monde. Le programme de cette année, très vite, on y va. Le programme, en fait, l'idée, c'était de proposer des actions très concrètes, de pouvoir, dans cette justice sociale, proposer à tout le monde de participer à la justice sociale. Donc, ce sont des actions, un programme divers et variés, vous allez le voir, mais surtout aussi des projets qui se tournent vers la jeunesse avec du bénévolat, avec de l'engagement pour pouvoir permettre finalement à ces jeunes qui n'ont peut-être pas de l'argent à distribuer pour la Tzedaka, mais leur permettre de s'engager concrètement, physiquement et de participer à des actions concrètes. Donc bien évidemment, c'est un programme qui est très riche. On va commencer le 16 novembre par l'Action Don. L'Action Don, je le rappelle, c'est 3 jours, 72 heures, où tous les dons de chaque donateur seront doublés par nos bienfaiteurs, par nos sponsors. Et donc, pendant ces 72 heures-là, si vous nous faites un don de 100 €, il sera doublé. Donc, on pourra redistribuer 200 € sur la région marseillaise. C'est une campagne très importante. Elle commence, cette campagne Action Don,
au début de la campagne de la Tzedaka, ce qui nous permet de lancer notre campagne. Et bien évidemment, chaque don compte et tous les petits dons, il n'y a pas de petits dons, tous les dons sont acceptés et bien évidemment, nous pourrons les redistribuer encore mieux et concrètement dans la communauté marseillaise. On commence ensuite le dimanche 16 novembre par ce Tzedaka Comedy Club qu'on attend tous parce qu'il faut rire, parce qu'il faut se détendre, parce que on a besoin de ce moment-là, de se retrouver, de cette coexistence, de se vivre ensemble qu'on prône nous au Fonds social juif unifié. C'est le 16 novembre, on peut prendre directement ses places sur billetsweb.fr/Tzedaka Comedy. Deuxième rendez-vous un peu important, c'est celui du 20 novembre qui s'inscrit dans le prix Nakash qu'on a créé nous au Fonds social juif unifié en partenariat avec le département. Et en quoi il consiste juste rapidement ce prix Nakash? On parle d'une stat qu'on peut trouver en ce moment même dans les magazines. Un collégien sur 3 à Marseille ne sait pas nager. D'accord. C'est quand même une stat assez dramatique pour Marseille, ça s'explique pour plein de raisons, mais surtout qu'on n'a pas de piscine à Marseille. Donc les jeunes aujourd'hui ne savent pas nager, donc on a décidé de nommer ce prix Alfred Nakash, ce nageur d'exception qui a été effectivement déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a consacré toute sa vie à l'apprentissage de la nage et les valeurs que sont celles du sport et celles de la nage. Et donc on a décidé de retravailler ce prix-là. Alfred Nakash, en plus, ce qui est très drôle, en tout cas on peut le dire, c'est qu'il a battu un record au Cercle des nageurs dans la piscine extérieure. Et donc on a décidé de faire ce prix-là avec le département. Donc les valeurs du sport, les valeurs aussi de la transmission et de la mémoire. Et donc c'est exactement dans ce cocktail très varié qu'on a décidé de mettre des collégiens dans cette piscine, faire un relais. Et les collégiens qui gagnent ce prix vont pouvoir offrir à des jeunes de leur classe qui ne savent pas nager des cours au CNM pendant 1 an. D'accord. Donc voilà, et donc ce midi-là, on reçoit bien évidemment Pierre Assouline qui a écrit un livre qui s'appelle Le Nageur, donc sur Alfred Nakash. Et donc l'idée c'était de faire un déjeuner solidaire avec lui. Cette année on a un petit twist, c'est qu'on a décidé d'avoir un nouveau partenaire qui est Pure Océan. Et donc David Sussman nous rejoindra pendant ce déjeuner. Et l'idée encore une fois c'est qu'on puisse parler de la préservation de nos océans, de cette éco-diversité, mais aussi de la mémoire, toujours avec Pierre Assouline. Et donc on vous attend nombreux pour ce déjeuner de la Tzedaka au Cercle des nageurs le 20 novembre. Les places sont à prendre sur billetsweb.fr/CNM. Encore un événement, là pour le coup, qui allie un peu business, mais en même temps transmission, mémoire. C'est celui de la rencontre avec Denis Oliven, qui se déroulera le 25 novembre, dans un lieu un peu nouveau à Marseille, qu'on n'a pas l'habitude de voir encore, puisqu'il vient d'être réhabilité. C'est la Bastide 43. Oui. C'est le 43 rue du Commandant Roland. Dans ce lieu, on reçoit cet acteur emblématique, parce qu'il a écrit un nouveau bouquin qui est Dictionnaire amoureux des Juifs de France, mais surtout parce que c'est je dirais un acteur emblématique des médias, hein, je peux le dire aussi sur cette radio. Ici, la Gardère Active, c'est toute la branche média de la Gardère, donc vraiment un acteur emblématique aussi dans la cité, et donc c'est aussi pour ça qu'on voulait le recevoir. Et donc c'est une rencontre vraiment ultra intéressante qu'on vous propose le mardi 25 novembre à 19h30 à la Bastide 43. On prend ses places sur billetsweb.fr/Oliven. Simple à chaque fois. À chaque fois, on essaie d'être le plus simple possible. Le 30 novembre, on vous propose une pièce de théâtre, la pièce de théâtre Abraham. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Michel Jonas, hein, on le dit pas assez, mais c'est Michel Jonas qui a écrit cette pièce, et elle sera jouée par Alain Zerwal. On a encore très peu de représentation sur Marseille de cette pièce, je crois qu'elle a été jouée qu'une seule fois, et donc on a le plaisir de pouvoir l'accepter ici au sein de Judaïcité au 4 Impasse Dragon, à l'espace Paul Benaïm. Donc c'est une super représentation qui sera exceptionnelle puisqu'elle sera jouée qu'une seule fois par Alain Zerwal ici. Donc à ne pas manquer. À ne pas manquer, et encore une fois, on prend ses places sur billetsweb.fr/Abraham Marseille, très simplement le 30 novembre à 18h30 dans nos murs. On a un événement qui me tient à cœur parce que on allie passion, hobby et en même temps tzedaka, c'est le paddle de la tzedaka. Grand sportif que vous êtes. Mais bien évidemment, c'est important d'y participer. On remercie notre sponsor PBI qui, lui, est bien évidemment partant pour sponsoriser un événement comme celui-ci. L'idée c'était de faire du sport. Les valeurs du sport, on les adore. Ce sont des valeurs qu'on partage à la Tzedaka. Et donc l'idée c'était de créer un moment où les gens viennent s'amuser, faire du sport et donner.
puisque c'est exactement le leitmotiv de cet événement. L'idée, encore une fois, on s'inscrit sur billetsweb.fr/paddle tzedaka le 7 décembre au Cap 7 Paddle, qui est entre le Vélodrome et la Caplette. Oui. Et l'idée, c'est de s'inscrire. Vous pouvez venir en équipe. On a plein de cadeaux à vous offrir. Ça va être très sympa, une journée solidaire, une journée aussi sportive. L'idée, c'est aussi qu'on se rencontre tous et qu'on puisse donner autrement pour la tzedaka. Si j'ai envie de venir et que j'ai pas d'équipe, je peux ? Bien évidemment, on met son niveau et moi je trouve le coéquipier en fonction de son niveau, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, vous ne jouerez que face à des joueurs qui ont votre niveau. C'est prévu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir vous amuser, même si c'est la première fois que vous venez jouer, venez participer, c'est une journée solidaire. Et encore une fois, on peut même venir apprendre à jouer au paddle dans cette journée, pas besoin de venir dans un tournoi où effectivement, exactement, on n'est pas pro. Donc bien évidemment, vous êtes les bienvenus. On parlait de solidaire, on parlait d'engagement, on parlait de jeunesse. C'est exactement aussi le projet de cette tzedaka. Vous avez vu qu'on a plein de projets différents qui s'adressent à plein de publics différents, à des endroits différents dans Marseille. L'idée, c'est aussi de pouvoir engager la jeunesse, que ce soit des jeunes, très jeunes de nos mouvements de jeunesse ou de nos écoles, ou des étudiants qui décident de s'engager et de donner encore plus de leur temps. C'est un peu le marathon de l'engagement, comme on aime l'appeler depuis l'année dernière au Fonds social juif unifié. On parle de collecte vestimentaire, collecte alimentaire dans les magasins. On parle de moments où on va passer à, par exemple, Beyachad, ou nos maisons de retraite, les oliviers, où on va passer du temps, on va faire des rencontres intergénérationnelles, on va donner de son temps, parce que pour nous, c'est pas aussi important 2 heures dans notre semaine et se dire qu'en tant que jeune, finalement, on peut se le permettre de capitaliser ces 2 heures, mais pour l'autre en face, peut-être à Beyachad, peut-être aux Maisons des Oliviers, on est sur un moment réconfortant, enrichissant, et c'est ça aussi la tzedaka, c'est cette justice sociale qu'on a envie d'amener aussi comme valeur au sein de nos mouvements de jeunesse, au sein de notre communauté juive, de notre jeunesse. Et donc, on va créer aussi cette collecte, comme on le fait chaque année, de la tzedakado. On collecte des cadeaux neufs ou en très bon état qu'on va redistribuer aux parents bénéficiaires de nos associations communautaires sociales. Et l'idée, c'est qu'ils puissent, eux, le redistribuer à leurs enfants pour Hanouka, sans qu'ils puissent voir qu'effectivement cette campagne, cette collecte a été organisée par nos jeunes et pouvoir être distribuée à nos bénéficiaires. C'est aussi des maccabiades où on va se rencontrer parce qu'on veut encore une fois pouvoir fédérer, pouvoir se faire rencontrer cette jeunesse au sein d'un même lieu, encore une fois avec les valeurs du sport. Ce sont les maccabiades qui seront organisées. Plein de moments comme ça toute l'année, enfin tout le mois de la tzedaka, mais bien évidemment qui seront répercutés aussi dans l'année parce qu'on va créer des moments, on va créer des événements. L'idée, c'est encore une fois de créer cette fréquence et de pouvoir permettre à nos jeunes de s'exprimer, de s'engager, donner de leur temps. Un grand rendez-vous donc pour le FSJU, mais aussi surtout le FSJU Marseille-Provence. Exactement. Avec beaucoup de diversité, on l'a compris, beaucoup de solidarité, puisque c'est le maître mot de cette année, et j'ai envie de dire du FSJU Marseille-Provence aussi, puisque la solidarité, c'est ça aussi qui vous correspond. Mais il y a quand même toujours de nouveaux défis à relever pour le FSJU. Quels sont les besoins ou plutôt les urgences sociales qui ont été identifiées en tout cas localement ici à Marseille cette année? Alors, peut-être d'un point de vue déjà plus macro, plus global, au national, la campagne de la tzedaka, c'est à peu près 3 millions d'euros de budget. 3 millions d'euros qu'on redistribue intégralement. Il n'y a pas un centime qui va autre part sur un autre projet. Ce n'est que de la tzedaka. Donc tout ce qui sera collecté sur Marseille pendant la campagne de la tzedaka sera redistribué soit notre tissu associatif, par le biais de subventions. Donc on subventionne des projets, ça peut être la coopération féminine sur des projets seniors, ça peut être le CASIM sur des projets d'épicerie solidaire ou de lien social, ça peut être par exemple les mouvements de jeunesse sur pareil des projets structurants, des projets pédagogiques, éducatifs, ou encore sur des projets, je sais pas, du sport avec le Maccabi, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir redistribuer de manière très localisée, de manière presque le plus efficient possible à nos associations, mais c'est aussi sur des programmes directs du Fonds social juif unifié. J'en parlais juste avant, 250 000 euros de bourse cantine pour pouvoir aider nos enfants à manger correctement, sainement, au moins un repas chaud par jour. C'est ça aussi le défi du Fonds social juif unifié. Les bourses vacances, on est à peu près autour de 400 000 euros
sur une campagne de la Tzedaka, donc encore une fois entre le 15 novembre et le 15 décembre, voilà le budget de cette campagne de la Tzedaka et voilà ce qu'on doit redistribuer. Si on a moins, on pourra redistribuer moins. Si on a plus, on redistribuera bien évidemment intégralement ce qu'on redistribue sur d'autres projets parce que bien évidemment, chaque année, on est obligé de se restreindre parce qu'on a un peu moins de subventions, parce qu'on a un peu moins de projets, parce qu'on a un peu moins collecté. Plus on collecte et plus on pourra redistribuer et créer de nouveaux projets aussi sur la communauté marseillaise, sur sa cité. Et on parle souvent des associations juives, mais encore une fois, le Fonds social juif unifié est inscrit dans la cité. Quand on crée un prix Alfred Nakache avec le département, quand on crée un prix Robert Mizrahi sur la mémoire et sur la transmission avec nos jeunes, si on crée un prix Elikaku comme on l'a fait avec la région, c'est vraiment pour pouvoir inscrire, ne plus faire de l'entre-soi, mais pouvoir s'ouvrir aux autres communautés, pouvoir aussi montrer que la communauté juive ne fait pas d'entrisme, ne fait pas de communautarisme et peut se permettre d'aller vers l'autre. Donc on tend cette main toujours quand on fait nos prix, mais toujours parce que derrière on parle de mémoire, on parle de transmission et on permet finalement à notre culture, à notre société communautaire d'exister dans la cité. C'est justement peut-être par ce tissu social qu'on entremêle qui va pouvoir rapprocher peut-être aussi les communautés, rapprocher les personnes. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour les auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices bien sûr, qui nous écoutent et qui veulent s'impliquer dans ce mois de la Tzedaka auprès du FSJU Marseille-Provence, quel message déjà vous souhaitez leur adresser concernant déjà l'importance de leurs dons financiers et pécuniers, mais si des bénévoles voudraient bien participer à cette organisation-là, est-ce que c'est possible ? Alors, parfaitement. Alors déjà, j'aimerais qu'on rappelle, en ce moment même, on a des jeunes, des VSC, des volontaires en service civique ou des jeunes qui s'engagent chez nous, qui tournent dans les écoles pour parler du don. Le don, ce n'est pas qu'un don financier. C'est ce qu'on adore rappeler aux enfants parce qu'on l'oublie souvent. Appeler ses grands-parents, même 5 minutes par jour, c'est peut-être peu pour eux, mais énorme pour les personnes en face. Quand on parle du don, on parle du don de soi. On parle du don finalement qu'on peut faire, qui nous permet finalement de le faire à nos jeunes âges ou même parce qu'on a le temps ou parce qu'on en a l'envie. L'idée ici de la Tzedaka, c'est de pouvoir, vous aussi, participer à nos actions. Très simple, vous allez sur Facebook, Instagram, vous nous envoyez un petit message, j'aimerais donner mon temps, comment je peux le faire, et nous on vous propose un certain nombre d'activités sur lesquelles vous pouvez effectivement vous inscrire. Pour les dons financiers, je le rappelle toujours, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons que vous ferez, alors en plus, si on parle du Hallodon qui démarre cette campagne du 16, 17 et 18 novembre, le Action Don, c'est 1 € doublé par des bienfaiteurs. Donc encore une fois, on peut même démultiplier nos actions, on peut démultiplier nos dons si on en a l'envie. Donc on vous attend nombreux. Bien évidemment, les projets de cette campagne sont nombreux. On espère vraiment pouvoir compter sur l'ensemble des donateurs de cette région pour pouvoir effectivement encore plus démultiplier nos actions et faire encore plus de bien dans cette cité marseillaise qui en a terriblement besoin. Merci beaucoup Benjamin Sidbon d'avoir été avec nous ce matin et merci surtout pour toutes ces informations et ce programme chargé, mais chargé en diversité aussi. À retrouver sur Instagram, oui bien sur sûr, nos qui vient d'être etc. Si, bien évidemment. Et on peut appeler le FSJU si on a envie de tous les jours, n'importe quelle heure. Bien sûr, à n'importe quelle heure. Donc je rappelle quand même le mois de la Tzedaka, ça commence le 15 novembre jusqu'au 15 décembre. Merci d'avoir été notre invité, puis bon courage merci surtout beaucoup. Pour les derniers préparatifs de ce mois très chargé. Nous allons faire une toute petite pause musicale avant tout simplement de retrouver Sacha pour une petite chronique culinaire qui va éveiller nos papilles. À tout de suite sur le 90.5. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Et nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM et pour finir l'émission, quoi de mieux qu'une recette qui nous fait déjà envie avec notre célèbre cordon bleu, Sacha Rank. Mais avant ça, jingle. Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha. Alors Sacha, il est bientôt midi, presque dans 4 minutes. On mange quoi alors ce midi ? Bonjour Nathan, bonjour à nos auditrices, à nos auditeurs, à tout le monde.
En fait, eh bien, nous allons manger la pasta. Oh, j'aime beaucoup les pâtes, moi. J'aime beaucoup. Mais ce soir, j'ai choisi une recette de pâtes complète au potiron grillé. Parce qu'en ce moment, c'est la saison des potirons, des courges, tout ça. Donc, nous allons faire des pâtes complètes au potiron grillé, de la sauge et de l'ail croquant. Tout un poème. Pour 4 personnes, vous prenez 350 g de pâtes complètes, 1 kg de butternut, une poignée de sauge fraîche, 8 gousses d'ail coupées en lamelles, un oignon rouge, de l'huile d'olive, une grande tasse de liquide de cuisson des pâtes, 100 g de parmesan frais et 2 piments. D'accord, pour être un peu piquant. C'est une recette très goûteuse. Ah oui, ça a l'air. Vous pelez le butternut, l'ail et l'oignon, vous coupez le potiron en petits cubes, vous partagez le potiron, l'oignon et les piments dans un plat au four, vous nappez d'huile d'olive bien évidemment. Bien sûr. Pour les bons lipides. Vous salez et vous poivrez et vous enfournez pendant 25 à 30 minutes au four à 200 degrés. Vous cuisez les pâtes al dente, vous réservez une grande tasse d'eau de cuisson, vous faites revenir l'ail et la sauge dans une grande poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et vous réservez. Ensuite, vous réservez un tiers du potiron, vous mixez le reste des ingrédients grillés jusqu'à ce qu'une sauce onctueuse soit faite. Vous y ajoutez le fromage, donc le parmesan. Parmesan, oui. Et l'eau de cuisson. Mélangez la sauce aux pâtes dans une grande casserole, vous remuez bien et vous achevez avec les petits bouts de piment, de potiron, d'ail et pas de encore sauge. Le piment. Le piment, si, il a été mis... Oui, mais je veux dire, il est pas mis encore en plus en déco, non? Non. Allez, pas en déco alors. Voilà. Ça a l'air en tout cas très très bon, j'ai très faim. Est terminé, je vous souhaite un excellent appétit. Je vous dis ciao. Merci beaucoup Sacha. À lundi prochain. À lundi prochain, j'ai déjà très faim. Merci beaucoup pour cette recette magnifique et automnale, j'ai envie de dire. Automnale. Je vais vous en dire une autre. En off. En off. Alors, en off, c'est parce que c'est le moment de se dire au revoir pour nos auditeurs et nos auditrices de Radio JM sur le 90.5. C'est la fin, de cette grande matinale que j'ai eu le plaisir de présenter aux côtés de Noah à la régie, Sacha, Elsa Charbit pour le rendez-vous politique et Rachel Castan aux réseaux sociaux. Je vous retrouve demain matin à 8h30 pour le flash d'information locale. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter notre interview de Sylvain Souvestre, maire des 11e et 12e arrondissements, aujourd'hui à 13h sur le 90.5 et en replay sur nos réseaux sociaux et sur le site Radio JM. Merci à Renaud Muselier, président de la région Sud, d'avoir été à notre micro. Je vous donne rendez-vous le 29 octobre, dans 2 jours, pour l'Agora sur l'antisémitisme en direct sur le 90.5 et sur nos réseaux sociaux, à partir de 17h avec Elsa Charbit et BFM Marseille. Merci également à Marion de nous avoir donné leur prochaine mission pour le collectif 7 octobre et on leur souhaite du courage. Merci à Marc Lefebvre de nous avoir présenté la 11e édition du Hero Festival qui se passera le 8 et le 9 novembre prochain au Parc Chano. Merci aussi à Benjamin Sidmon de nous avoir donné le programme du mois de la Tzedaka du FSJU. Pour finir, un petit coucou à Laura Saint, notre rédactrice en chef qui sera de retour sur les ondes du 90.5 dès mardi prochain. Tout de suite, c'est le flash de midi de RCJ. Passez une très belle journée sur Radio JM. Bonne semaine et bon appétit. C'était la grande matinale Radio JM tous les lundis de 10h à midi en direct sur le 90.5 ou en replay sur radiojm.fr.